11h, midi, seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, on continue la matinée ensemble sur Sud Radio, ensemble jusqu'à midi ce matin dans Seul contre tous. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va se pencher sur l'insécurité dans les transports en commun. Didier Martinez est avec nous, délégué régional unité SGPFO Police. Bonjour. Bonjour Dimitri. Comment ça se mesure effectivement? Est-ce que réellement, statistiquement, alors là on parle pas de statistique, mais plutôt en termes d'intervention de police, dans les transports en commun, y a-t-il véritablement une insécurité qui grandit aujourd'hui en France, ou du moins, en tout cas de l'expérience que vous en avez sur le terrain, vous Didier Martinez, sur une ville comme Toulouse par exemple, est-ce qu'on constate véritablement une montée de l'insécurité dans les transports en commun? Alors, réellement et dans les faits, bien entendu, on constate une montée de l'insécurité. Pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas par les chiffres que vous annonciez? Tout simplement parce que les violences crapuleuses dont vous faisiez état, elles donnent lieu de la part des victimes à des dépôts de plainte, puisqu'il y a eu un préjudice avec vol, par exemple, d'un portefeuille ou de nécessaire qui produit une plainte. Par contre, une atteinte physique, elle n'est pas toujours suivie d'une plainte, tout simplement parce que la personne ne veut pas perdre son temps à aller au commissariat signaler le fait et se dit que de toute manière, on ne retrouvera pas l'auteur d'une agression, d'une bousculade. Et parce qu'on la décourage un peu aussi des fois, monsieur Martinez, parce que souvent les policiers vous disent « Oh non, me portez pas plainte, de toute façon ça servira pas à grand chose de porter plainte contre X ». Il faut savoir que c'est tout de même la réalité, c'est-à-dire qu'une plainte, elle va effectivement alimenter des statistiques, et ça explique que les statistiques de plaintes de violences physiques soient en baisse, parce que les gens hésitent et rechignent à aller déposer plainte, mais la réalité, elle est aussi que le nombre de faits qui augmente et la difficulté d'être suffisamment présent pour prévenir, pour réprimer et surtout pour interpeller les auteurs, elle est très difficile pour nous. Et j'ajoute que même lorsqu'ils sont interpellés et présentés à la justice, on se retrouve confronté au problème, justement, d'une sanction qui soit réellement adaptée. Là, c'est une autre configuration, mais ça explique aussi l'augmentation de cette insécurité, parce que les gens subissent des faits, voient un petit peu l'impuissance des forces de l'ordre à les mettre hors d'état de nuire, et surtout l'inaction de la justice, où on a trop souvent des rappels à la loi ou des peines qui sont moindres, ce qui ne dissuade en rien les délinquants. Alors, en même temps, il y a cette demande exprimée par beaucoup de voyageurs qui se disent rassurés par la présence dans les transports de vigiles, de contrôleurs, d'agents d'accueil ou de policiers. Alors voilà, les policiers, est-ce qu'ils sont payés à faire acte de présence, à se montrer? On montre l'uniforme pour rassurer monsieur et madame, parce que ça rassure de les voir. Franchement, c'est une immobilisation des forces de l'ordre qui ne sert pas à grand-chose dans les faits, Didier Martinez. Mais en tout cas, c'est ce qui, à l'évidence, rassure les gens, de savoir qu'il y a des caméras qui observent la scène, qui peuvent déclencher à tout moment l'intervention de la police, ou d'avoir une présence policière, effectivement, ça rassure. On apaise le sentiment d'insécurité, mais on ne lutte pas contre elle. Pour lutter contre l'insécurité, il faut mettre hors d'état de nuire ceux qui la produisent. Et c'est ce que je vous disais. Il faudra bien de toute façon, avec du policier réellement sur le terrain, interpeller les auteurs. Et ensuite, pour les mettre hors d'état de nuire de façon durable, il faut les sanctionner avec efficacité. C'est toute une chaîne qui pourra démontrer justement son efficacité et arriver à produire de la sécurité dans les transports. Mais je crois qu'on n'en a pas encore vu seulement le début, puisque ça va commencer par de la présence policière, par de la dissuasion et des peines réellement efficaces. Et voilà, et vous allez voir qu'en réalité, ce sentiment d'insécurité qui est généré des fois par des petites choses, le malotru là qui va mettre ses pieds sur les sièges en face et que vous osez rien lui dire parce que vous avez peur Ceux qui fument dans les rames aussi. Voilà, celui qui va fumer dans les rames, celui qui parle fort avec sa bande de copains. Là, voilà, c'est ça qui génère aussi l'insécurité. Bien souvent, c'est assez infondé parce qu'il n'y a pas de menace physique réelle, mais voilà, c'est ça aussi le sentiment d'insécurité. Et donc là, on parle plus vraiment d'insécurité, mais de problème de civisme. Monsieur Martinez, moi je voudrais qu'on revienne avec vous, si vous voulez bien, sur le terme de violence crapuleuse. Qu'est-ce qu'on entend par violence crapuleuse pour qu'on explique un petit peu aux Français qui nous écoutent? Alors, la violence crapuleuse telle qu'elle est définie, c'est lorsqu'il y a une violence avec subtilisation, par exemple, du portefeuille, vol de portable ou des préjudices qui vont nécessiter de la part des usagers un dépôt de plainte. Ce que je vous expliquais, un fait rapporté, ce sera un fait recensé. Voilà pourquoi les atteintes physiques sont beaucoup moins sensibles et semblent diminuer par rapport à ce qui est relevé quantitativement, alors qu'en réalité, les gens qui les subissent ne vont pas se manifester, donc ont réellement le sentiment d'insécurité, mais ça ne se traduit pas concrètement par des chiffres. Voilà.
Ça, c'est ce qui révèle ce sentiment-là. Alors, les violences crapuleuses, évidemment, la présence des policiers, ça dissuade à l'évidence les auteurs, de même que les atteintes physiques, mais on ne peut pas mettre des agents de surveillance ou des policiers partout, ni même des caméras. Donc, je crois que c'est à l'évidence la société actuelle qu'il faut redéfinir dans le sens de l'incivilité et même du délit. Alors, on est bien d'accord. Dans les transports en commun, mais c'est aussi dans tous les faits de société. Je crois qu'il y a désormais beaucoup moins de crainte de la police, beaucoup plus de facilité de passer à l'acte du fait un petit peu d'une certaine impunité, je n'y reviendrai pas, mais surtout les gens qui utilisent les transports en commun, ce qu'ils veulent, comme on le disait, c'est un service rendu et c'est surtout ne pas subir une injustice. Parce qu'attention, on parlait des contrôles d'accès, du paiement des tickets. Il ne faudrait pas que les sanctions soient impitoyables et systématiques dès lors qu'on ne paie pas son ticket de transport, mais qu'à côté de ça, ceux qui commettent des agressions ou physiques ou crapuleuses, eux, ne soient pas condamnés ou très légèrement sanctionnés. Là, il y aurait plus un sentiment d'injustice et qui ne se substituerait certainement pas à l'insécurité ressentie. Didier Martinez, c'est vrai que les gens veulent des uniformes finalement dans les transports en commun, ça rassure. Après, quand on regarde comment ça se passe dans les faits, effectivement, on va en voir des uniformes, mais dans les grandes gares, dans les gares nodales, celles où se croisent plusieurs lignes notamment, c'est rare qu'on les voit par exemple en bout de ligne. Et puis il y a aussi la question de on met quels uniformes. Et là, on voit que bien souvent, franchement, il y a de quoi se poser des questions, alors que je crois que c'est à peine 5% des policiers qui sont sur le terrain. Ces 5% dont on dit déjà qu'ils sont assez peu nombreux notamment dans les grandes villes. Est-ce que c'est vraiment leur boulot d'aller comme ça patrouiller dans le métro pour se montrer? Alors on dit que ce serait peut-être à la police municipale cette responsabilité-là. Mais encore une fois, ça pose la question de tout le débat qu'on peut avoir entre l'affichage et puis l'efficacité. Pour le coup, ça sert pas franchement à grand-chose, sauf effectivement pour arrêter sur une opportunité quelqu'un, l'abruti finalement, qui commettrait un fait de délinquance sous les yeux des policiers. Alors, tout commence effectivement par l'affichage. L'affichage, ça sera d'avoir du bleu. Quel que soit le bleu, je dirais, ça peut être de la police municipale, de la police nationale ou la brigade ferroviaire, des transports et de surveillance. De toute manière, l'aspect dissuasif, quel qu'il soit, sera efficace. Mais la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de policiers ou de bleus à mettre dans ces transports. Parce que comme vous dites, en bout de ligne ou à des heures un petit peu particulières, on aura beaucoup moins de présence. Et ce sont justement les secteurs les plus sensibles. D'où la nécessité, comme on dit toujours, d'apporter de l'effectif et de permettre de mieux répartir cet effectif. Surtout, ne pas abandonner les tranches les plus fréquentées, parce que là aussi, plus il y a de monde, plus il y a de potentiel, je dirais, pour les délinquants, et ça se passe de toute façon. Mais ensuite, lorsqu'il y a moins d'usagers et plus de risques pour des personnes isolées, là aussi, il faut penser à elles et peut-être répartir le mieux possible du bleu, de la sécurité, police nationale, municipale ou autre, mais réellement investir dans cette présence policière qui, au départ, fera son œuvre, et ensuite, avec une évolution certaine de moins de faits qui pourraient être constatés, on pourrait réorienter ces effectifs à d'autres missions. Se pose aussi la question du respect de la vie privée. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas forcément une bonne chose d'avoir des caméras partout, etc. Moi, ça a tendance à m'agacer un petit peu parce que je pars du principe que, et de toute façon, vous le voyez, par exemple dans le métro à New York ou même dans les rues de la ville, vous avez des caméras partout et ça ne dérange finalement que ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Je sais pas ce que vous en pensez, Dimitri, mais moi je suis pas d'accord avec... Mais moi, ce qui me dérange avec les caméras de vidéosurveillance, c'est que en plus ça sert pas à grand chose. Franchement, ça ne sert pas à grand chose. Non, mais là vous avez raison. C'est vrai que moi là, on m'a fracturé la voiture il y a pas longtemps dans un parking, etc. On m'a dit quoi? Ah oui, mais bon, les caméras de surveillance, elles ne servent à rien parce que de toute manière, les gens la plupart du temps sont cagoulés. Oui. Bon, voilà. Donc après, on peut se poser la question, Monsieur Martinez, sur la question des caméras. Franchement, est-ce que raisonnablement, on peut considérer que y a une chance pour que ça améliore un petit peu la situation ou du moins que ça fasse baisser la délinquance? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a un effet dissuasif, en tout cas, qui rassurera l'usager. Ce principe-là est acquis. Dissuasif, certes, mais ça retrouvera ses limites. Comme vous dites, il suffit d'avoir une cagoule et ça ne dissuade en rien la personne. Par contre, un événement constaté, une bousculade, une bagarre ou une agression en direct à la caméra déclenchera immédiatement l'intervention des forces de l'ordre. Ensuite, l'aspect d'identifier l'auteur, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les auteurs, ils savent qu'il y a les caméras, ils se masquent ou ils se voilent la face, bien entendu, mais surtout, comme on le voit dans des parkings ou des secteurs du centre-ville de Toulouse, les faits se commettent ailleurs, hors caméra. Donc il faudrait ou entièrement les généraliser, ou à un moment donné, on trouve les limites de l'exercice, puisque tout va se décaler et se déporter systématiquement.